Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit ProRevenge. La première histoire est postée par 327 Nova. Il y a 25 ans, ma tante est décédée alors que j'étais bébé, laissant mes deux cousins, qui avaient tous deux une vingtaine d'années, se débrouiller seuls. Mes grands-parents, qui étaient très riches, ont inscrit dans leur testament une clause selon laquelle les petits-enfants recevraient la moitié de leur part d'héritage si un parent décédait avant que les enfants n'atteignent l'âge de 30 ans, puis l'autre moitié lorsque mes grands-parents décéderaient. Mes deux cousins ont reçu un héritage très important, auquel s'ajoute l'argent qu'ils ont obtenu en vendant la maison de ma tante. La plus jeune des deux a remboursé ses prêts universitaires et a pu acheter une propriété. Elle vit toujours sur le même terrain. L'aîné a claqué tout son argent. En 6 ans, il vivait à nouveau dans un appartement et travaillait comme officier de police. Tout le monde dans notre petite famille savait qu'il avait un problème de toxicomanie, alors il arrivait à peine à joindre les deux bouts avec son salaire d'agent de police et achetait d'importantes quantités de drogue. Les 4 années suivantes, mon cousin est allé 3 fois en cure de désintoxication, parrainé par mes grands-parents. Il a arrêté de boire après avoir mis sa petite amie, devenue sa femme, enceinte. Une femme absolument misérable. Elle a vu mes grands-parents comme une banque et a essentiellement baby-trap mon cousin en pensant que c'était son billet vers la belle vie. En 7 ans, ils ont eu 3 enfants et elle est donc bien accrochée à lui. Elle est infirmière et avec 3 enfants, ils avaient toujours besoin d'un petit coup de pouce. Devinez à qui ils demandaient toujours? Vous l'avez deviné, mes grands-parents. Étant les bonnes personnes qu'ils sont, ils ont toujours prêté main forte. Mon père, ma mère, ma sœur et moi en avons eu très vite assez. Ma grand-mère est malheureusement décédée quand j'avais 17 ans, laissant mon grand-père derrière elle. J'étais sans doute le préféré de mon grand-père parmi les petits-enfants, ce qui a laissé une véritable plaie dans la bouche de mon cousin et de sa femme. Comme il me restait 2 ans à la maison avant l'université, j'ai vécu avec mon grand-père pour lui tenir compagnie et l'aider à s'occuper de lui. Mon cousin et sa femme détestaient cela, à tel point que chaque fois qu'ils venaient me rendre visite et que je n'étais pas à la maison, ils envoyaient leurs 3 gremlins dans ma chambre pour la détruire. Ma chambre avait une double porte et ne pouvait donc pas être fermée à clé. C'était le début. Plus longtemps je vivais là, plus il m'embêtait. Mon cousin est même allé jusqu'à placer un de ces petits bruiteurs mécaniques dans l'armoire de ma chambre, ceux qui émettent des sons à intervalles aléatoires et qui vous font penser que vous êtes fou. Heureusement, mon berger allemand l'entendait toujours, et après 1 semaine environ, il l'a finalement trouvé. Ils ont fait cela pour m'éloigner et me dissuader de prendre soin de grand-père afin qu'il puisse intervenir et jouer les héros. Cela a continué jusqu'à ce qu'un des enfants trouve mon arme. À ce moment-là, j'avais 18 ans et j'étais en possession d'une arme à feu. J'utilise des guillemets parce que mon grand-père a des armes à feu, mais il ne peut plus viser ni tirer à cause de l'arthrite et de la dégénérescence nerveuse. Alors quand j'ai emménagé, il m'a confié toutes les armes au cas où j'aurais besoin de me défendre. Mais si je les sortais pour une raison autre que le nettoyage, ce serait l'enfer. Comme je suis très bien entraîné au maniement des armes et que je suis fier de défendre ma maison, j'ai pris cette responsabilité très au sérieux. J'ai toujours gardé une arme de poing dans une boîte fermée à clé dans ma table de nuit, avec la clé sur une haute étagère hors de portée des gremlins. Un jour fatidique, je suis sorti pour aller chercher à manger à mon grand-père, et quand je suis rentré à la maison, l'aîné des cousins, sa femme et mon grand-père regardent fixement un pistolet sur la table. C'était mon arme que je gardais dans le coffre. Il était chargé et avait une balle dans la chambre. Je garde toujours un chargeur dans le coffre, mais je ne l'avais jamais chargé dans l'arme. Le coffre n'a été vu nulle part. Mon cousin a affirmé que l'un des enfants avait trouvé l'arme et joué avec. J'étais sûr à 100% qu'il avait soit trouvé la clé, soit cassé le coffre pour y accéder et le charger, car un enfant de 6 ans n'aurait pas été capable d'atteindre une clé que je pouvais à peine saisir, de comprendre à quoi elle servait, de charger mon arme et de l'armer. J'ai fait de mon mieux pour expliquer que ce que mon cousin avait dit était des conneries et que je ne gardais jamais mes armes à feu chargées dans la maison. Mais mon cousin, qui était flic, m'a grondé sur la sécurité des armes et a menacé de me faire arrêter si je ne partais pas et ne m'avait pas encore arrêté parce que nous sommes une famille. On m'a demandé de rassembler mes affaires et de retourner chez mes parents. Mon cousin avait gagné, du moins c'est ce qu'il pensait. Le lendemain, je me suis excusé auprès de mon grand-père et je lui ai expliqué qu'il était impossible que l'un des enfants ait pu obtenir la clé. Il était d'accord avec moi et s'est excusé, mais il pensait qu'il valait mieux que je déménage jusqu'à ce que les choses se calment. Mais une fois que ce serait le cas, je serais le bienvenu à la maison. Un mois plus tard, mon grand-père est mort d'une crise cardiaque à 86 ans. J'étais dévasté. Je commençais tout juste à reprendre le rythme avec lui et à reconstruire la confiance qui avait été quelque peu brisée. À ce jour, je ne suis toujours pas sûr du genre d'homme qu'il voyait en moi à cause de mon cousin. Immédiatement, mon cousin et sa femme ont commencé à faire de la lèche à mon père, car ils ne pouvaient plus demander de l'argent à mon grand-père. Il était temps de passer à l'oncle. Cela a duré 1 mois ou 2. Je ne l'ai pas supporté. Puis est venu le moment du testament. L'avocat de mon grand-père nous lit le testament, à moi, à mon père, à ma mère et à ma sœur dans notre maison.
Nos deux cousins seront informés individuellement de leur part de la succession, à la demande de mes grands-parents. C'est alors que la ligne miraculeuse du testament se concrétise. Si quelqu'un tente de réclamer une partie de la succession qui ne lui est pas attribuée, il renonce au bien qu'il est censé recevoir, et ceux-ci seront divisés en parts égales entre les membres restants de la famille. C'était en gros leur façon de dire: si vous essayez de réclamer plus que ce qui vous est attribué, vous n'aurez rien. Mon père est censé recevoir chaque bien physique, à part 2 ou 3 objets qu'il a mis de côté pour moi, de mes grands-parents, car il est le seul enfant restant. La vengeance. J'ai élaboré mon plan. J'ai appelé mon cousin et je lui ai dit que tous les bijoux de mes grands-parents devaient être donnés à une vente aux enchères caritative. La collection de pierres précieuses et de métaux de grand-mère était pour le moins étendue, et une vente de charité ne se soucierait pas que quelques pièces ne leur soient pas offertes. C'était un appât aux proportions gargantuesques auquel mon avide bâtard de cousin n'a pas pu résister. Il a mordu à l'hameçon et s'est dirigé vers la maison de mes grands-parents, déterminé à en arracher le plus possible, une poignée lui permettant d'envoyer ses enfants à l'université. Peu importe ce que j'ai dit, les bijoux n'allaient jamais lui revenir de toute façon, donc ses actions étaient purement personnelles, puisque rien n'était destiné à être à lui. Par coïncidence, papa était en route avec l'avocat vers la maison de mes grands-parents pour tout vérifier, pour les formalités. Selon le témoignage de mon père, mon cousin avait 3 boîtes à chaussures contenant des bijoux de mes grands-parents, empilées sur le comptoir de la cuisine, prêtes à être chargées dans sa voiture. Mon père et l'avocat étaient dans la cuisine et se demandaient pourquoi tout cela était là, lorsque mon cousin est sorti de la chambre de mes grands-parents avec une 4e et dernière boîte à chaussures. Il a compris que c'était moi qui l'avais piégé, ce qui était vrai. Mais il n'y avait aucune sanction contre moi pour avoir exploité la cupidité de mon cousin afin qu'il se baise lui-même. Il est intéressant de noter qu'entre les 18 ans qui se sont écoulés entre la mort de mes tantes et celle de mon grand-père, leur fortune a bien grandi. Si bien que mon cousin s'est senti trompé et s'attendait à recevoir autant que ma sœur et moi, alors qu'ils avaient déjà reçu la moitié de sa fortune et qu'il l'a dilapidée. Pendant toute cette épreuve, sa jeune sœur, ma cousine, n'a eu aucun problème et pleure encore la mort de son grand-père comme nous tous. Mais juste comme ça, mon cousin a perdu assez d'argent en l'espace de 30 minutes pour qu'il se demande s'il est sain d'esprit. À cause de sa cupidité. La salope de femme de mon cousin a apparemment demandé le divorce quelques semaines plus tard. Nous n'avons pas eu de nouvelles de lui depuis presque 6 ans, car il n'est rien d'autre que disgracié maintenant. Vous pouvez appeler cela une fin de conte de fées, et sur cette partie particulière de l'histoire, c'est un peu le cas, mais honnêtement, je préférerais avoir mes grands-parents. Ok, donc Opie nous dit qu'une poignée de bijoux permet d'envoyer ses enfants à l'université. Sachant qu'aux États-Unis, une année à l'université, ça coûte en moyenne 35 500 $ par an, qu'une licence, c'est 3 ans. Du coup, 35 500 $ x 3, ça nous fait 106 500 $. Ouch. Et ça, c'est pour une poignée de bijoux. Donc si une poignée de bijoux, c'est dans la centaine de milliers de dollars, imaginez combien ils ont perdu. Ça doit chiffrer dans les millions. La deuxième histoire est postée par PM Me Your Severum. Je travaille dans une usine aérospatiale qui est suffisamment grande pour que vous ne rencontriez jamais tous ceux qui y travaillent. C'est le genre d'endroit où tout ce dont vous pouvez avoir besoin, stylo inclus, vous est fourni. Cependant, en ce qui concerne les stylos gratuits, on sait déjà tous qu'ils sont de mauvaise qualité. Je vais juste acheter mes propres stylos, merci. Au moment de cet incident, je venais d'obtenir une promotion. Une partie du contrat était que je travaillerais dans la 2e équipe au lieu de la première. Ça me convient. En m'habituant à mon nouvel horaire, j'ai commencé à perdre mes stylos. Ce n'est pas anormal pour moi, mais il m'arrivait trop souvent d'arriver au travail et de jurer que j'avais mis mon stylo ici hier soir. Mais maintenant, je ne le trouve plus. J'ai commencé à me méfier de mes anciens collègues qui savaient où je rangeais mes affaires et j'ai élaboré un plan. D'abord, je devais m'assurer que mon stylo avait bien été volé plutôt que de perdre la tête à cause de mon nouvel emploi du temps. J'ai acheté un paquet de stylos Pilote G2, les meilleurs du marché, et j'ai préparé un piège. Je travaille dans un atelier d'usinage, et il y a des boîtes à outils partout. J'installe et je fais fonctionner plusieurs machines, mais il y a une machine particulière dont tout le monde sait qu'elle est en quelque sorte mon port d'attache. Dans cette boîte à outils qui m'accompagne, j'ai laissé un stylo dans le tiroir du haut, juste devant et au centre, pour qu'un pendejo le trouve, et bien sûr, il avait disparu le jour suivant. Je ne suis pas fou, et la chasse a commencé. Dans mon travail, nous avons des documents contrôlés. Chaque pièce est documentée et numérotée. L'un de nos grands tabous est d'utiliser toute autre couleur que le noir sur ces documents. Ce que je devais faire était évident. Lorsque j'ai acheté mon dernier paquet de G2, pour éviter d'avoir à utiliser les stylos fournis, j'ai également acheté un jeu de G2 de couleur. J'ai pris la cartouche d'encre d'un stylo rose et j'ai utilisé un marqueur noir pour cacher à la fois l'encre dans le tube et le bouchon coloré sur le dessus de la cartouche.
C'était un peu moche, mais je savais que je n'avais pas affaire à un professionnel. J'ai placé la cartouche rose, maintenant noire, dans un corps de stylo noir normal et je l'ai laissé dans ma cachette habituelle. Le lendemain, quand je suis arrivé au travail, le stylo avait disparu. Mon piège avait fonctionné. La première chose que j'ai entendue lors de ma réunion d'équipe était qu'un abruti avait utilisé de l'encre rose sur un bon de travail ce matin, et que je devais m'assurer pour la millionième fois que mes nouveaux employés savaient qu'il ne fallait pas faire quelque chose d'aussi stupide. Je n'ai même pas eu à admettre que j'avais tendu un piège. J'ai cloué cet idiot au mur, et personne ne sait ce que j'ai fait. Prends ça, Benjamin. La dernière histoire est postée par Yolo Swaggernaut. Dans une ville près de chez moi, un agriculteur a résisté à l'expansion de la ville. La ville ne voulait pas le laisser vendre son terrain comme zone commerciale puisque c'était une ferme, alors qu'il était complètement entouré de zones commerciales. La ville voulait qu'il vende le terrain comme terre agricole. En gros, pour laisser un développeur raser les champs et les transformer en zone commerciale, facilement 10 fois le prix. On s'est retrouvé dans une impasse. La zone est devenue de plus en plus développée, les logements ont empiété sur l'arrière de la propriété, l'agriculteur, âgé et fatigué de cette merde, ne voulant pas que ses enfants héritent de ce combat, a trouvé un plan. La propriété avait été utilisée pour le soja et la culture du maïs jusqu'à présent. Pas vraiment un fardeau pour ses voisins. Il a demandé à l'État de lui accorder une licence pour un lot de confinement de porcs. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est l'endroit où l'on garde des dizaines de milliers de porcs avant de les amener sur le marché, normalement situé au fin fond d'une ferme. Ça pue à des kilomètres à la ronde. La ville a essayé de le stopper légalement, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de le stopper au niveau de l'État, même résultat. Il a suivi la procédure à la lettre, et après tout, c'est une terre agricole. Il pensait qu'il n'irait pas jusqu'au bout. Il l'a fait. Il l'a fait livrer 400 porcs sur ce qui était à ce moment-là l'une des routes les plus fréquentées de la ville. Les habitants ont presque lynché le conseil municipal. En moins d'une semaine, la ville est revenue sur une querelle de près de 20 ans et l'a laissé vendre sa ferme au prix équitable d'une zone commerciale, ce qu'il avait initialement négocié. Dans les commentaires, on a aussi une petite histoire identique de Zoreb 1. Là où je vivais, c'était un peu pareil. Un agriculteur avait des terres qu'il voulait diviser en silos constructibles. Les voisins n'en voulaient pas, car ils préféraient l'espace ouvert, où ils auraient pu être arborés. Quoi qu'il en soit, ils ont contesté le changement de zonage, en invoquant l'augmentation du trafic. Le propriétaire a dit que c'était bon, et qu'il allait le transformer en porcherie, car cela ne nécessitait pas de changement de zonage. Je n'ai pas le fin mot de l'histoire, car j'ai déménagé. On s'en doute tous, à mon avis, de comment ça a fini, ça. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.